Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Bon, je suis tout seul, ils étaient plus nombreux avant moi. J'espère que je vais réussir à vous intéresser autant. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de réalité virtuelle, donc effectivement du spectacle du Bal de Paris, mais plus globalement aussi de réalité virtuelle. Je vais peut-être être un peu moins technique sur l'aspect graphique que mes prédécesseurs, mais je vais essayer quand même de vous proposer des choses intéressantes à découvrir aujourd'hui. En tout cas, voilà, moi je suis Jonathan Tamen, je suis cofondateur avec Frédéric Lecomte du studio Backlight, donc qui existe depuis 2008 et qui fait de la réalité virtuelle depuis maintenant 2014. On a eu la chance sur les dernières années, sur les 2 dernières années, de travailler sur donc ce spectacle de réalité virtuelle avec Blanca Lee, qui est une réalisatrice et chorégraphe. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait sur ce projet-là, qui était un projet très ambitieux. Je vais vous parler un petit peu de ces challenges et donc de manière plus générale de la réalité virtuelle et de comment on aborde ce genre de projet en réalité virtuelle. Au cas où vous ne connaissez pas ce qu'on fait chez Backlight, je vais vous mettre un petit bout de démo reel parce que je sais que pour l'instant sur le milieu de la VR, on n'est pas tous aussi connus que les jolis studios qu'on a pu voir avant. Donc voilà, je vous mets un petit panaché de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est un petit peu le genre de choses qu'on fabrique. Tout ce que vous avez vu là, c'est fait sous Unreal Engine. On travaille maintenant depuis quelques années. Donc pour vous raconter un petit peu tout ça, nous à la base, on a un studio d'animation 3D plus traditionnel, VFX, anime, publicitaire, etc. Et en fait, on a toujours eu tendance à un petit peu voir ce qui se passait du côté de d'autres technologies. Et en 2014, pour ceux qui connaissent, il y a l'Oculus Rift qui a sorti un premier casque dont on est vraiment tombé amoureux quand on l'a essayé, quoi. C'était une vraie petite révolution. Moi, je suis un gamin des années 90. Et voilà, à l'époque, c'était fou. On allait aux salles d'arcade, on mettait les gros casques VR dégueulasses là, qui vous balançaient 3-4 polygones dans la gueule et c'était cool. Et puis là, voilà, c'était devenu une étape au-dessus, complètement dingue. Et quand on a essayé ces casques-là, on a trouvé ça génial, mais assez vite, on s'est rendu compte des limites, puisque les premiers offraient que de la vision à 360, mais sans tracking spatial. Donc ça provoquait pas mal de gêne visuelle. Et pas longtemps après, donc courant 2014, il y a l'Oculus Rift DK2 qui est sorti. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, la feature principale, c'était d'avoir amené le tracking spatial. Donc on s'est retrouvé avec une sorte de motion capture de la tête, où quand on bougeait sa tête sur les côtés, on récupérait effectivement ces informations de position, et ça a donné quelque chose de beaucoup plus immersif en termes de réalité virtuelle. Et à ce moment-là, nous, on s'est mis à produire là-dessus. Je vous raconte tout ça parce que c'est devenu un petit peu notre slogan que la réalité virtuelle, c'était la nouvelle réalité. On adore ça et ça nous fait vraiment kiffer de bosser là-dessus. Et donc avec ce slogan qui est Virtual is the new real. Et donc c'est par rapport à ça qu'on a rencontré Blanca Lee. Donc Blanca Lee qui est une chorégraphe, artiste, réalisatrice et danseuse qui crée des spectacles. Et donc tous ces spectacles, eh ben, elle a voulu en créer un nouveau en réalité virtuelle. Et voilà, je vais vous parler du projet qu'elle a testé pour tomber, on va dire, amoureux de la réalité virtuelle. Je vais la laisser déjà vous présenter quelques mots. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je vais vous passer une petite vidéo d'elle qui parle un petit peu du lancement du projet.
créé cette expérience parce que j'avais envie d'inventer quelque chose qui n'existait pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup toujours. C'est de me dire qu'est-ce que je peux faire qu'on n'aurait pas pu faire il y a 15, 20 ans. J'ai commencé ma relation avec la réalité virtuelle dans un film il y a 5 ans. C'est ça qui m'a donné l'envie d'aller plus loin. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler sur ces projets. D'abord, j'ai écrit une histoire. J'ai commencé à réfléchir comment faire un projet qui était à la fois un spectacle, mais dans un monde virtuel. L'idée pour moi de cette création, c'était de faire une expérience en réalité virtuelle où il y a la danse, où il y a la musique, où il y a aussi la narration, et que c'est à la fois une expérience collective et très festive et joyeuse. Je suis allée chercher des partenaires qui eux-mêmes travaillaient sur la réalité virtuelle, avec qui je pourrais partager cette création. J'ai rencontré Backlight et on est parti en création. Voilà, donc c'est effectivement à la suite d'une rencontre avec nous qu'elle s'est imaginée travailler en 3D temps réel. Et donc ça a été, c'est une rencontre qui s'est passée autour d'un jeu qui est Eclipse, qui est une de nos expériences de réalité virtuelle, qui était une escape game en fait, qui avait la particularité d'utiliser des capteurs de motion capture pour proposer un avatar complet dans l'expérience. Donc vous rentrez avec vos amis, ça se jouait à 4. Vous rentrez avec vos amis dedans et puis vous voyez équipé de combinaisons comme ça d'astronautes et il fallait résoudre des énigmes. Et donc c'était très marrant. Blanca a testé ça au Festival de Venise en 2018. Et en fait, une fois qu'elle était dedans, c'est censé être un petit peu horrifique, un jeu comme ça d'aventure. Et en fait, elle, au bout de 5 minutes, elle s'est mise à danser pour utiliser l'avatar en réalité virtuelle et pour danser avec ses amis avec qui elle était rentrée dedans. Et donc c'était vite devenu un gros bordel. Mais voilà, tout le monde s'est marré. Et en fait, chez elle, ça a amené cette compréhension que la 3D temps réel dans un espace physique dans lequel on peut se déplacer, en réalité virtuelle, bah, c'était quelque chose qu'elle pouvait s'approprier et avec lequel elle allait pouvoir justement proposer quelque chose. Donc Eclipse a été un moment assez clé pour elle dans le développement de ce projet parce que c'était une expérience de réalité virtuelle de 35 minutes. À l'époque, quand on l'a fait, on nous a dit 35 minutes d'affilée dans la VR, vous êtes fous, les gens vont se cramer le cerveau. Et puis voilà, il y avait tout l'avatar complet qui permettait effectivement de voir une retranscription de vos camarades, de vous-même et de vos camarades, ou si vous levez la jambe, si vous bougez le bras, bah, c'est reproduit de la même manière. On est sur un système instantané, temps réel. Et puis qui mélangeait aussi autre chose, qui était la notion de free roaming, donc cette possibilité en réalité virtuelle de se déplacer physiquement dans l'espace et pas uniquement d'utiliser des systèmes de téléportation avec des manettes. Donc la base de tout ça, c'est évidemment l'avatar. Et cet avatar, je vais vous montrer une petite démonstration. Vous verrez un magnifique acteur qui joue le personnage. Donc là, on peut voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est un système qui est assez simple, où finalement, on équipe des capteurs sur les poignets, sur les chevilles et à la taille ou sur le dos. Et on se retrouve avec une capture vraiment 100% temps réel. Donc on est sur quelque chose qui est dynamique, qui est fait instantanément, qui nécessite très peu de hardware en dehors des capteurs qu'on met là, et qui est quand même très précis. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment... si vous essayez d'aller faire le bal, là, dans pas longtemps, vous verrez qu'on vous slappe 2 trucs sur les pieds, et puis vous êtes prêt à partir avec un équipement complet, ça n'utilise pas de logiciel externe et tout. Donc c'était vraiment la clé de voûte du projet, en l'occurrence, que Blanca commençait à imaginer. Et donc c'est un projet qui effectivement mélangeait ça et le free roaming, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est une mouvance de la réalité virtuelle qui amène la possibilité de se déplacer dans un espace physique. Donc c'est pas juste je suis branché à un ordinateur avec un fil et puis je me balade avec mon clavier souris. On a vraiment cette notion là de déplacement qui permet d'évoluer dans l'espace. Et ça, évidemment, pour un spectacle de danse, c'était quelque chose d'hyper important, de pouvoir s'approprier l'environnement pour Blancali et pour les gens qui participaient. Donc elle a commencé à réfléchir à tout ça sur cette base-là. Et puis, c'était un petit peu le début de la conception. Donc là, on est en 2018. Et comment dire, et du coup, à partir de là, on a commencé à échanger avec elle. Donc, dans les challenges, je vais vous montrer une petite vidéo de ce qu'est le projet, puisque je vous en parle depuis tout à l'heure. Là, c'est une sorte de petit case study du spectacle. Vous pourrez garder ça en tête pour la fin.
Bienvenidos al Bal de París. Mi nuevo espectáculo inmersivo en realidad virtual. Esto es el futuro. Yo me quiero quedar ahí, yo me quiero Yo también. Lo mejor que he visto en realidad virtual en mi vida. Mira que he visto cosas, ¿eh? Tener esta experiencia al menos una vez en la vida. ¡Qué sensación! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Hala, qué bonito! ¡Qué chulo! Yo quiero la bacera. Ya se escucha la música a bailar. Just if you want, my dear love, we can meet under the stars. When at last you see the sunset coming to an end. La experiencia más alucinante de mi vida. Bastante chulo. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, súper guay. No he llorado porque se me empañaban también las gafas, pero hubiera llorado. Maravilloso. Una fantasía real. Vamos a volver porque esto es fantástico. Una mano a la silla y otra mano conmigo, así podemos girar, mira. Señoras y señores, por favor, síganme, suban a la plataforma. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué divertido! Ha sido lo más divertido de todo. Increíble. El viaje en barca brutal. Espectacular. ¿Lo has pasado? Yo me quedaría ahí. Donc voilà, c'est un bon exemple de ce qu'on peut vivre. Donc on dit souvent chez nous que la réalité virtuelle, ça se raconte pas, ça se vit. Et là, je suis en train d'essayer de vous le raconter. Donc si vous avez l'occasion d'aller essayer le spectacle, c'est une expérience quand même assez unique. Et voilà, je vais essayer de faire de mon mieux là pour vous raconter un petit peu les contraintes techniques et les problématiques qu'on a rencontrées sur ce projet, qui n'étaient pas nécessairement que des contraintes graphiques, malgré le thème de ce festival ici. Mais voilà, je vais essayer de vous en donner quand même quelques-unes. Donc là, en l'occurrence, ce que je vous exprimais tout à l'heure, c'était la liberté de déplacement, notamment pour les danseurs. On avait besoin d'avoir un équipement qui soit facile d'utilisation, qui permettent de s'équiper, de se déséquiper rapidement, parce que les danseurs, mine de rien, ils peuvent passer toute la journée sur site avec un sac à dos ordinateur, avec des capteurs sur le front, comme vous voyez là, sur les mains, etc. Et donc il fallait qu'on ait quelque chose d'assez simple à utiliser. Donc les technologies de motion capture traditionnelles, comme peuvent le faire les studios de mocap avec la qualité qu'ils savent faire, pour nous, c'était compliqué. On ne pouvait pas trop aller vers de la motion capture à base d'OptiTrack ou de Vicon ou de choses comme ça, qui sont des setups qui sont très bien et qui donnent la qualité max, mais qui sont lourds à installer. On se retrouve avec des contraintes d'installation, de logistique, de mise en place, etc., d'équipement, de calibration systématique à chaque session, qui étaient incompatibles avec la réalité d'un spectacle comme celui-ci, où, pour vous donner un ordre d'idée, le Bal de Paris, c'est jusqu'à 5 salles côte à côte qui reçoivent chacune 10 spectateurs et il y a une session toutes les heures. Donc on est vraiment sur quelque chose où il faut qu'on ait du roulement, il faut que les danseurs puissent facilement changer de salle de l'une à l'autre, qu'on n'ait pas besoin de passer d'un setup à l'autre. Donc il y avait plein de contraintes comme ça qui faisait qu'on avait besoin de quelque chose de simple. Et donc ce système qu'on avait développé pour nos jeux vidéo à la base, s'est retrouvé vraiment pratique pour un spectacle comme celui-ci. C'est-à-dire que, encore une fois, on met les trackers, on a un système, nous, qui auto-calibre l'avatar. C'est entièrement fait sous Unreal Engine. Il n'y a pas du tout de logiciel externe qui va aller chercher un système de motion capture pour renvoyer les infos. Donc ça a l'avantage vraiment pour les opérateurs de lancer l'expérience, d'équiper les trackers sur les personnages. Donc avatar danseurs et les spectateurs aussi qui sont full motion capturés, et de pouvoir lancer l'expérience comme ça assez simplement finalement. Donc la plus grosse contrainte aujourd'hui, c'est le fameux sac à dos de réalité virtuelle. Donc on le voit pas très bien là sur ces photos-là, mais vous l'avez vu dans les vidéos précédemment, les spectateurs et les danseurs doivent s'équiper avec un sac à dos qui pèse un petit peu lourd, c'est 2-3 kilos, et qui contient un ordinateur complet, donc avec des cartes graphiques, etc., qui fonctionnent, et qui permet de vivre l'expérience. Donc nous,
Ça a été l'un des premiers challenges, c'était de réussir à proposer une solution qui marchait simplement, facilement, équipable pour plein de gens dans la même pièce, et qui permette effectivement d'enchaîner facilement les sessions. Et puis après, on a eu évidemment les problématiques du nombre de personnes. Donc parce que il faut des solutions techniques qui soient capables de capter toutes les personnes simultanément. Et encore une fois, la solution qu'on a choisie, elle permet justement d'avoir une couverture de motion capture qui finalement est suffisamment bonne pour avoir jusqu'à 14-15 personnes sur le même set, qui soient entièrement capturées assez facilement finalement. Et on a aussi, par rapport à ça, une obligation d'avoir quelque chose qui fonctionne sur les ordinateurs. Donc les ordinateurs dont je vous parle, qui sont des ordinateurs sac à dos, c'est de l'ordinateur portable. Et là, comme vous avez pu le voir dans les images, on essaye quand même d'avoir une qualité visuelle qui soit assez élevée. Et en réalité virtuelle, avec les problématiques que ça représente en termes d'optimisation, etc., ça reste challenging aujourd'hui, même en 2022. Hein. Et du coup, on a dû passer par plein de petites astuces où, par exemple, tous les avatars des différents joueurs, leur position dans l'espace, elle est calculée par le serveur et renvoyée aux autres joueurs pour que le calcul de position ne soit pas fait en local, parce que sinon, les ordinateurs, ils n'ont pas des processeurs assez puissants pour suivre. Et puis, on s'est retrouvé avec beaucoup de problématiques par rapport à ça, parce qu'il y a plein de choses qui passent par le processeur. Et du coup, on a été obligé de faire plein de petites opties comme ça pour que ces choses-là, elles soient faites de manière intelligente et que ça fonctionne pour avoir jusqu'à 14 personnes sur un même set qui peuvent évoluer ensemble dans cette expérience. Donc, avec évidemment, malheureusement, les problématiques d'imprécision qu'on peut avoir sur ce genre de système de mocap. C'est moins précis que de la mocap traditionnelle. On va avoir parfois quelques centimètres d'écart. C'est pour ça que vous avez vu les danseurs précédemment. Eux n'ont pas de casque de réalité virtuelle parce qu'on veut qu'ils puissent saisir la main des autres personnages ou se saisir la main entre eux facilement sans qu'il y ait malheureusement cette imprécision que peut amener un système de motion capture comme celui-ci. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais on utilise un système de mocap qui est issu de la réalité virtuelle, donc qui sont des trackers qui viennent avec le casque de réalité virtuelle de chez Vive et qui donc présentent une zone de captation de 10 mètres par 10 mètres. Donc dans ces 10 mètres par 10 mètres, il faut faire plus évoluer ces 14 personnes sans qu'ils se cognent les uns dans les autres et faire en sorte que les décors les invitent à se balader dans une certaine direction. Donc il y a aussi une conception comme ça des environnements, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais qui venait avec toutes ces contraintes là-dessus. On a eu aussi, on a appris aussi des choses au niveau de la tech en cours de route. Par exemple, c'est un spectacle, comme je vous le disais tout à l'heure, qui doit proposer jusqu'à 5 setups côte à côte. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu déployer avant de commencer vraiment d'aller loin dans le déploiement du projet. Et du coup, on a travaillé avec ces systèmes de capteurs qui fonctionnent normalement sans fil, donc par une sorte de Bluetooth entre l'ordinateur et les capteurs, et qui nous ont jamais posé de problème pendant tout le développement. Et puis le jour où on est arrivé, donc c'était au Palais de Chaillot l'année dernière, le jour où on est arrivé au Palais de Chaillot et qu'on a voulu lancer les 5 systèmes côte à côte, il y avait trop d'interférences. Tous les capteurs qui émettaient tous sur les mêmes fréquences se sont marchés sur les pieds et ça marchait juste plus. Voilà. Donc en mode urgence de production, on a été acheter des câbles USB et on a tout raccordé en filaire au backpack. Donc c'était le genre de choses auxquelles on s'attendait que c'était possible, mais on a été quand même assez surpris. Donc voilà, ça faisait partie un peu des problématiques. Et sur un spectacle comme celui-ci, qui doit potentiellement faire un tour du monde, aller sur plein de lieux, etc., on a eu plein de problématiques de cet ordre-là, où il fallait que tout le système soit vraiment facile à déployer. Et encore une fois, ça invalidait à nouveau des systèmes de motion capture plus traditionnels qui nécessitent des installations avec des ponts lumière, avec des ingénieurs qui viennent mettre tout ça en place, recalibrer systématiquement. Là, théoriquement, en 24-48 heures, vous pouvez démonter une salle de réalité virtuelle, la remonter ailleurs, et puis relancer le spectacle avec toute la mocap qui va bien, etc. etc. Donc c'était vraiment challenging sur ces aspects-là. Donc encore une fois, toutes ces problématiques qui sont liées à la réalité virtuelle et à l'animation dans la réalité virtuelle, j'espère que ça vous intéresse. Et évidemment, on a tout un tas d'outils qui viennent avec, puisque finalement ça se gère un petit peu comme un jeu vidéo, et on a un game master qui a un ordinateur serveur et qui peut recalibrer un personnage si son avatar a disparu ou s'il y a eu un problème de ce genre-là. Bon, c'est des choses qu'on essaie de faire en sorte qu'ils n'existent pas dans le code, évidemment, mais qui peuvent parfois arriver. Donc il y a tout un tas d'outils qui sont à la disposition des messieurs qu'on peut voir là, qui leur permettent et de lancer l'expérience et de la gérer en cas de problème, de mettre en pause si quelqu'un ne se sent pas bien ou quoi qu'est-ce. On a plein d'outils comme ça qu'on développe. Donc c'est des projets qui vont au-delà du simple jeu vidéo.
ou même du simple spectacle ou d'un film, comme on pourrait l'imaginer, puisque vraiment on a une obligation de réfléchir derrière à comment les gens qui vont l'exploiter. Donc on travaille évidemment pour les gens qui vont vivre le projet, mais on travaille aussi beaucoup pour les gens qui vont l'exploiter, qui vont le faire vivre aux autres, pour qu'ils aient des outils simples et faciles. Donc nous qui sommes à la base une boîte de graphistes, artistes, passionnés d'images, etc., voilà, on s'est retrouvés au fil du temps à devoir aussi apprendre à faire ce genre de choses et à gérer ce genre de problématiques par rapport à la réalité virtuelle et à cet usage qu'on fait dans des environnements physiques où on n'est pas juste branché à un ordinateur, clavier souris, encore une fois, quoi. Donc j'espère, là je vais vous parler de choses qui vous intéresseront plus. Blanca, c'est quelqu'un de très créatif et qui avait une vision de ce que pouvait faire la réalité virtuelle, à savoir de proposer des environnements fantastiques, magiques, qui n'existeraient pas dans la narration qu'elle voulait amener. Donc, le bal de Paris, ça raconte une histoire d'amour impossible entre deux personnages, et vous, en tant que spectateur, vous êtes invité à participer à ça. Vous êtes invité à une soirée où ces deux personnages vont se rencontrer à nouveau, et puis vous allez devoir les suivre et participer à cette histoire avec eux dans une sorte de voyage où ils vont finalement se retrouver et retomber amoureux. Donc l'amour gagne toujours, comme on dit. Et du coup, pour magnifier tout ça, les sensations, les émotions des personnages, etc., il y a eu un vrai travail de concept design en amont. Donc on a travaillé avec un DA évidemment et toute une équipe de concept artistes là-dessus, mais avec toujours cette problématique d'avoir un rendu quand même réaliste. Donc on parle d'ordinateurs portables très difficiles, pas très puissants. Pour vous donner un ordre d'idée, on a des GTX 1070 sur ce projet-là, donc pour ceux à qui ça parle, c'est pas extrêmement puissant. On est en réalité virtuelle, donc il faut générer l'image 2 fois avec des résolutions assez hautes. Et en plus de ça, on voulait un rendu réaliste et des environnements gigantesques et des éléments fantastiques avec des effets spéciaux et tournés sur Unreal, etc. Donc tout ça, ça a été évidemment des challenges graphiques très importants. Mais finalement, ça reste de la 3D pour le jeu vidéo, on va dire, avec les optis du jeu vidéo. Et une prod finalement assez standard de ce côté-là. Donc je suis désolé, j'ai pas de tour de magie à vous présenter là-dessus. On a surtout eu de la conception d'environnement qui a été un sujet important. Et puis évidemment toutes les problématiques qu'on peut avoir maintenant sur l'inclusivité. On a dû faire, on a voulu faire autant de choses qu'on pouvait pour que les gens puissent s'immerger, s'approprier les personnages. Donc puisqu'au début du bal de Paris, vous choisissez votre tenue pour participer au bal. Donc il y a une sorte de salle d'équipement où vous pouvez choisir votre avatar, et donc dans lequel vous pouvez choisir votre couleur de peau, votre apparence, vos vêtements. Vous pouvez, bien que vous soyez un homme, vous pouvez prendre une robe. Si vous voulez prendre un costume en étant une femme, vous pouvez, c'est votre choix. Donc on a tout un tas de réflexions qu'il y a eu comme ça pour permettre aux gens vraiment de s'immerger au maximum dans cette expérience et à un moment d'oublier qui sont en train de participer à un spectacle et une œuvre en réalité virtuelle et de vraiment s'immerger dedans. Donc ça a été tout un tas de questionnements qu'on a dû faire parce qu'on a vu les gens s'approprier les avatars dans les environnements VR et entre guillemets un petit peu, et c'est ce qu'on cherche dans un projet comme ça, devenir le personnage. Et pour que ça se passe bien et pour que les gens soient contents de faire ça, voilà, on a eu tous ces questionnements qui sont évidemment tout à fait normaux aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est arrêté sur des designs de personnages avec des têtes un petit peu polygonales. Ce sont des masques parce qu'on ne voulait pas rentrer dans la problématique de l'uncanny valley, compte tenu des contraintes techniques que je vous évoquais tout à l'heure sur la puissance des ordinateurs. Donc faire des visages très réalistes, ça aurait été impossible. Et puis ça aurait posé d'autres problèmes sur les sujets justement de l'appropriation des personnages. Donc on est parti sur des designs comme ça, polygonaux, qui appuient en plus un petit peu le côté, comment dire, quand vous allez à Venise, le carnaval de Venise, et tout le monde met des masques et personne ne sait qui est qui. On trouvait ça cool, et Blanca est parti vraiment à fond là-dedans, donc ça c'était super. Et ça fait partie des designs. Donc un autre aspect du design, donc sur le bal de Paris, une des choses un peu particulières de la production 3D, c'est qu'on a conceptualisé les décors directement en réalité virtuelle. Donc on avait certains de nos artistes qui travaillaient avec certains outils comme Medium ou comment s'appelle l'autre déjà, bref, il y a 2 ou 3 outils comme ça, comme Gravity Sketch et des choses dans le genre, qui permettent de modéliser directement dans le casque de réalité virtuelle. Donc l'avantage énorme, c'était que quand votre artiste 3D il fait son layout, il modélise directement à l'échelle. Donc il est dedans, il se met au milieu, et s'il veut faire une arche, s'il veut faire un bâtiment,
il peut changer d'échelle, mais il peut se mettre aussi à l'échelle humaine. Et donc, il peut voir à 360 degrés ce qu'il est en train de fabriquer et la forme que ça prend. Donc, tous les designs d'environnement, ils ont été faits comme ça sur ce projet. Et ça donne quelque chose qui fait que, quel que soit le moment où vous êtes dans l'expérience, quelle que soit la perspective que vous prenez, il y a toujours une construction visuelle qui est intéressante. Vous avez toujours des lignes d'horizon, vous avez toujours des structures qui vont venir se placer à des endroits qui font que visuellement, le décor est toujours vraiment intéressant, ce qui n'est pas facile quand on travaille à 360 degrés, parce qu'il faut être intéressant partout. Et du coup, l'outil VR là-dessus a été vraiment super pour permettre de se rendre compte de tout ça. Et ça nous a permis, je vais vous remettre une petite vidéo, mais je vais parler en même temps cette fois-ci, ça nous a permis, par exemple, sur des scènes comme celle-ci, vous allez voir une sorte d'exemple de ce qu'on appelle chez nous le plane shifting, qui est la possibilité de réutiliser plusieurs fois un espace 3D. Donc si vous voyez cet endroit-là, il faut que vous imaginiez que c'est une scène d'environ 10 mètres par 10 mètres. Tous les personnages qui sont au milieu, ce sont des comédiens, donc il y a 3 danseurs et le reste sont des spectateurs. Donc là, c'est une version un peu early du projet, pas hyper belle, mais c'est pour que vous compreniez. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, ils sont sur un 10 mètres par 10 mètres. On va les faire monter dans un train. Et en fait, ils vont partir avec ce train. Sauf que physiquement, ils n'ont pas bougé. Et du coup, ce qui est chouette avec ça, en tout cas, nous, on aime beaucoup travailler comme ça, c'est qu'on se retrouve avec la possibilité de réutiliser plusieurs fois le même espace physique. Donc certes, vous rentrez dans une expérience de réalité virtuelle qui se passe dans un lieu de 10 mètres par 10 mètres, mais en fait, nous, avec la réalité virtuelle, avec le jeu de la réalité virtuelle, on peut réutiliser plusieurs fois cet espace physique. Et là, comme vous pouvez le voir, les gens sont montés dans... Bon, là, ils font un peu les cons, ils essaient de voir si les perspectives marchent bien. Mais les gens peuvent monter dans un véhicule virtuel, se déplacer et se rendre sur un autre lieu. Donc là, on ne va pas trop le voir dans cette vidéo-là, mais ils vont pouvoir redescendre de ce lieu-là. Et nous, on va pouvoir profiter d'avoir reset en fait cet environnement 3D pour recréer, reproposer d'autres choses et les faire se redéplacer dans un espace différent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Nous, quand on conçoit des projets comme le Bal de Paris, on essaye vraiment d'avoir cette continuité spatiale qui fait que quand vous mettez le casque, et ça dure environ 40 minutes, vous commencez l'expérience et à aucun moment vous allez subir un fondu au noir, une ellipse visuelle, quelque chose où vous sentez qu'il y a eu un chargement, déchargement, et puis vous êtes passé à autre chose. On essaye vraiment d'avoir cette continuité spatio-temporelle qui fait que vous vivez vraiment une aventure dont vous êtes le héros, entre guillemets, et où vous sentez que vous avez vous-même vécu ça. C'est-à-dire que si vous vous déplacez, vous montez dans un véhicule, vous vous faites un pas, vous montez dans le véhicule. Si vous en descendez, vous en descendez. Et puis si vous prenez un autre moyen de transport, il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre. Et donc cette perception de l'espace et le fait que nous, on s'embête à créer des décors où les limites sont assez claires et vous permettent d'aller ou pas à certains endroits, fait qu'on se retrouve sur un projet comme ça avec une vraie sensation d'avoir parcouru des centaines de mètres à pied et d'avoir vraiment voyagé alors qu'en fait vous restez tout le temps dans le même espace physique. Voilà, donc ça c'était le petit laïus sur les environnements et sur la conception de ces décors-là. Ce que je viens de vous évoquer, évidemment, c'est d'autant plus facile à faire quand on travaille en réalité virtuelle. Ça nécessite quand même beaucoup de réflexion parce que réutiliser tout le temps le même espace sans que les gens s'en rendent compte, ça nécessite pas mal de travail de conception 3D. Des fois, on triche aussi, on fait des environnements non euclidiens. Donc, par exemple, on a un labyrinthe à un moment dans l'expérience où, au fur et à mesure que vous avancez dans le labyrinthe change. Et du coup, vous vous rendez pas compte que vous êtes tout le temps en train de repasser au même endroit, mais on vous fait repasser au même endroit tout le temps. Et voilà, les gens s'amusent beaucoup là-dedans, c'est vraiment très cool. Donc, un des autres challenges du projet, c'était qu'on a travaillé avec une grande marque. Donc, Chanel a été mécène du Bal de Paris. Ils ont cofinancé le projet. Et puis surtout, ils ont prêté des designs. Donc ils nous ont conçu les dessins des robes, et pas que des robes, des costumes aussi. Et donc ça a été évidemment un challenge important parce que une marque comme Chanel, vous vous en doutez, ils ont des attentes visuelles et au niveau de la représentation de leur marque qui sont extrêmement hautes. On est sur quelque chose... voilà, c'est en VFX, en anime 3D, en film et tout, c'est le top level. On ne peut pas faire plus exigeant. Et donc on avait très peur quand on s'est mis dans la réalité virtuelle avec eux parce que
parce que voilà, c'est de la 3D temps réel, on a des contraintes de polygones, les persos peuvent pas faire plus de 3 ou 4000 tris. Comment on va faire pour satisfaire Chanel avec ça? Et donc, ça a été un vrai challenge là-dessus, mais ils ont été très ouverts d'esprit. La réalité virtuelle a été, comme pour beaucoup de gens, quelque chose qu'ils ont découvert avec nous et où ils ont été assez bluffés de ce qu'on pouvait faire en VR en 3D temps réel. Et du coup, ils ont été assez tolérants finalement avec nous sur la qualité intrinsèque finale de ce qu'on pouvait proposer, parce qu'on s'attendrait à ce qu'ils veuillent des choses complètement photoréalistes, etc. Et puis finalement, quand ils sont rentrés dans la 3D temps réel, ils se sont rendus compte des intérêts de tout ça, du fait de pouvoir se balader dans l'espace, d'avoir du parallaxe, de la 3D, etc. Et ça a un petit peu gommé ce besoin d'avoir une image qui soit parfaitement réaliste, que de toute façon on n'aurait pas pu atteindre avec un moteur temps réel, avec les contraintes techniques qu'on avait. Donc ça a été vraiment top de bosser avec eux là-dessus. Pour la petite anecdote, Chanel ne design pas normalement de costumes pour hommes, ils font que des robes, ils font que des choses pour les femmes. Ils n'ont pas de gamme masculine. Et là, vous voyez des costumes de mecs sur cette image. Et ils ont designé spécialement pour le bal de Paris des costumes d'hommes. Donc on est très fiers d'avoir les seuls costumes d'hommes de Chanel qui existent aujourd'hui au monde. Ils sont chez nous. Donc ça, c'est assez cool. Et voilà, et ça c'est pour vous montrer un petit peu le genre de planche qu'on a soumis à Chanel pour valider finalement le niveau d'attente qualitatif. Et quand ils les ont vus comme ça en planche, ils nous ont dit ouais, il y a moyen d'améliorer un peu le piqué, là on sent un peu les polygones et tout. Ouais. Et donc on était là un petit peu ouais, non, c'est compliqué. Donc on les a fait venir, ils l'ont testé dans le casque, et quand ils les ont vus dans le casque, ils ont trouvé ça très bien. Donc on a quand même on a eu des artistes qui ont bossé dessus, qui sont quand même talentueux, hein, mais voilà, avec les contraintes poly, texture, etc. Bon, on peut aller que jusqu'à un certain niveau de qualité. Et dont on est assez fier quand même pour ce qu'on fait. Mais effectivement, voilà, ça c'est le genre de planche qu'on a fait valider à Chanel, et on avait un peu les miquettes, je vous avoue, quand on allait les voir avec ça. Il y a un autre sujet qui est assez particulier au bal de Paris, c'est la physique des vêtements. Dans les vidéos que vous avez vues, ça se voit pas forcément très bien dans les angles de vue qu'on vous a présentés, mais on a des vêtements dynamiques, parce que c'est Chanel et c'est des robes, et puis les robes, il faut que ça bouge. Et alors, ça a provoqué des échanges assez importants entre Chanel et nous, puisque nous, en 3D temps réel, donc on a fait les closes directement sous Unreal, donc avec ce que le moteur propose. On a essayé plein de plugins, etc., mais il n'y avait rien qui nous parlait finalement aussi bien que ce qu'il y avait directement dans UE. Là, ce que vous voyez, c'est une de nos animes un peu stress test. Vous allez voir, elle va lancer un petit peu fort. Et du coup, dans la conception des designs des vêtements, nous, on a donné des contraintes à Chanel. On leur a dit, attention, les superpositions de couches, les différents niveaux, parce que souvent, ils ont plein de vêtements où il y a plein de couches de tissus différentes qui viennent se superposer, les transparences, etc. On avait plein de problématiques vis-à-vis du temps réel avec ça, qui faisait que c'était compliqué. Et voilà. Et encore une fois, quand on leur a envoyé ça pour leur dire, est-ce que ça bouge assez bien, sans la tête, sans machin, tout ça, parce que c'est des fichiers un peu techniques. Voilà, il fallait un petit peu expliquer, un petit peu présenter ce qu'ils allaient voir. Mais voilà, ça c'est une de nos animes stress test. Et encore une fois, quand vous portez ça en réalité virtuelle, quand vous mettez le casque et que vous choisissez une robe, et que quand vous bougez la jambe, ça bouge la robe comme ça, c'est assez saisissant à titre individuel. On se sent vraiment immergé. Et ce genre de petits détails, d'avoir des vêtements qui réagissent en fonction de vos mouvements, c'est une couche d'immersion vraiment supplémentaire qui vient faire que vous vous sentez d'autant plus vous vous sentez d'autant plus immergé. C'est vraiment cool. C'est le genre de détail qui amène de la vie et qui fait que vous y croyez plus. Donc voilà. Et puis les gens s'amusent avec, ils font les cons, ils essayent de voir sous leur culotte. Enfin bref, c'est toujours assez marrant de voir que les réactions que ça provoque chez les spectateurs. Voilà, là, je crois que c'est la même anime, mais sur une autre tenue. Le pantalon, il nous a fait peur aussi, parce que voilà, il faut beaucoup de polygones et beaucoup de calculs. Donc là, imaginez qu'on a jusqu'à 14 personnages affichés en temps réel, tous en même temps, avec des vêtements, avec de la physique dynamique, en VR, sur des 1070. Enfin bref, je vous passe le laïus à nouveau, mais on s'est fait chier pour l'opti. On s'est bien fait chier. Le résultat, c'est un projet dont on est hyper content, où les gens aiment y être. Une fois qu'ils mettent le casque, ils oublient qu'ils sont dans la VR. C'est assez marrant de voir comme les gens se débrident, hein, comme je parlais du carnaval de Venise tout à l'heure. Les gens se sentent masqués
irreconnaissables, indétectables, ils font n'importe quoi et c'est vraiment très rigolo. Et malgré qu'on ait subi pendant la production toute la crise sanitaire, vous avez vu dans certaines des vidéos les gens masqués avec des charlottes, etc. Donc ça c'était au pire de la crise il y a 1 an et demi, c'était la première version du projet. Mais voilà, même malgré tout ça, les gens s'éclatent quand ils sont dedans. Et cette capacité à oublier le réel vient aussi de la conception dont je vous parlais tout à l'heure, de cette continuité spatio-temporelle qu'on offre aux gens quand ils rentrent dans un projet comme celui-ci, et où ils rentrent à plusieurs, en plus, entre amis, en famille, etc., qui fait que très vite, ils s'amusent et ils oublient tout ça. Les danseurs concourent beaucoup à ça parce qu'ils viennent les chercher, ils les emmènent, ils les incitent à danser, etc. Donc évidemment, en ce moment, avec des gants, du gel hydroalcoolique et tout le bazar, hein, mais voilà, c'est quelque chose de très vivant. Et puis on a vécu beaucoup de moments d'émotion aussi, puisqu'on a eu des tranches d'âge assez élevées. On a des gens assez âgés qui viennent essayer, qui sont fans de danse souvent, qui viennent essayer un projet comme celui-ci. On est toujours un peu inquiet quand on met à quelqu'un de vraiment âgé un masque de réalité virtuelle sur les yeux et un sac à dos un petit peu lourd et tout, ça va aller. Et au final, les gens s'amusent vraiment beaucoup. On a eu des gens en situation de handicap qui ont quand même pu vivre l'expérience, parce que au final, on est juste sur un plateau vide de 10 mètres par 10 mètres. Donc ça pose pas de problème technique, que ça fonctionne. Et les avatars font que les gens se voient les uns les autres, donc ça fonctionne. Et voilà. Et donc on a eu la chance là ces dernières semaines de recevoir quelques personnes comme Jean-Paul Gaultier ou même Joey Starr qui est venu essayer le projet. Donc on était vraiment ravis de tout ça. Ça fait plaisir à toute l'équipe et voilà. Et surtout, c'est une expérience où les gens en sortent. Ils ont vécu quelque chose, ils en ont de l'émotion. Et là, c'est vraiment Blanca et sa vision de tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, nous qui avons bossé sur le projet, les artistes 3D, les leads, les graphistes, modeleurs, etc., les développeurs qui ont fait le code et tout ça, on a bossé dessus pendant 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, la première fois où on l'a fait en vrai, je vous dis, la première fois ils ont fait une première du spectacle et on est tous venus, et où il y avait aussi des spectateurs on va dire pas de la prod, et qu'on a vécu une session complète. On a plein de gens de l'équipe qui sont sortis, ils étaient émus de dingue. C'était très marrant de voir ça, parce que ce contact physique, la danse, le fait d'être ensemble dans une expérience de réalité virtuelle comme ça amène des émotions auxquelles on ne s'attendait pas. Et malgré qu'on ait nous-mêmes fabriqué tout le projet, on a été aussi séduit par ça. Donc voilà, c'est quelque chose dont on est très content. On a eu la chance de gagner un prix à la Mostra de Venise l'été dernier, un autre récemment. On a d'autres festivals là, qui sont en cours, donc on espère que ça va plaire. On a une tournée qui se lance, qui va faire le Tour de France normalement sur 2022, et on a quelques dates à l'international. Donc on a fait à peu près 23 000 visiteurs déjà, ce qui est plutôt cool, on est fiers. Et puis ça a l'air de partir pour continuer. Et voilà. Et est-ce que je peux, en 2022, vous parler de réalité virtuelle sans vous parler de métaverse? Je vais essayer de faire court parce que c'est un vaste sujet. Mais voilà, nous, on a l'impression que, à l'instar de ce que vous pouvez voir dans un film comme Ready Player One, qu'une expérience comme celle-ci, c'est un petit peu le début de ça, le côté positif de ça en tout cas, c'est-à-dire que vous venez en famille, entre amis, etc., et vous mettez un premier pied dans un univers virtuel tous ensemble, et vous pouvez faire des actions communes, et vous pouvez participer à une histoire. Et voilà, donc c'est le côté positif. Il y a des côtés un peu moins positifs au métaverse, ou en tout cas, espérons que ça ne le devienne pas trop. Mais voilà, c'est une première porte d'entrée où vous avez un endroit où vous pouvez prendre des casques, prendre des ordinateurs, avoir des lieux de divertissement qui sont dédiés pour, et où vous pouvez venir entre amis, en famille, etc. Et donc est-ce que c'est une première porte sur ce monde virtuel qu'on nous promet en ce moment? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un monde complètement virtuel? En tout cas, nous, c'est pas dans ce sens-là qu'on va. On essaie juste de proposer des spectacles et des jeux, des expériences pour que les gens s'amusent. C'est du divertissement. Voilà, donc je vous laisse sur ces pensées-là si vous avez des questions. Un petit merci, et puis on va pouvoir attaquer le Q&A s'il reste le temps. Je ne sais pas, Yann. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'avais une question donc vu que la technologie VR, c'est une technologie qui évolue très vite. Il y a beaucoup de nouveautés, et je voulais savoir comment vous comptez
améliorer toute cette technologie-là dans le futur? Parce que là, on voit qu'il y a des gros sacs qui sont un peu lourds, mais qu'on voit de plus en plus des casques VR autonomes qui ont leur propre fonctionnement, qui sont peut-être plus simples pour votre expérience. Ah, j'espérais cette question. Merci. Alors, la réalité virtuelle, c'est d'ailleurs un sujet qui nous stresse un petit peu, on va dire. Finalement, sur le plan hardware, elle n'a pas tellement évolué. En 2014, on avait l'Oculus Rift DK2. Il faisait déjà du tracking positionnel, il faisait déjà de la réalité virtuelle comme on l'a fait à peu près aujourd'hui. Et finalement, les évolutions qu'il y a eu, c'est qu'ils ont un peu monté la résolution, ils ont un peu étendu les zones de tracking, mais pas beaucoup plus. Il y a effectivement les casques autonomes qui existent là depuis 2-3 ans avec le premier Oculus Quest, le deuxième, maintenant il y a le Focus, etc. Le problème de ces plateformes-là aujourd'hui, c'est que c'est du mobile qu'il y a dedans. Ce sont des puces Snapdragon, etc. Donc en termes de capacité de puissance graphique ou de puissance de calcul, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec un ordinateur. Si on compare avec ce qu'on aimerait utiliser nous en RTX 3080, si on arrive à en trouver, si quelqu'un en a d'ailleurs, j'en cherche. Voilà, on pourrait partir sur plus de réalisme, plus de graphisme, plus de décor. Et je pense que c'est ce qu'on a tous envie. Donc les casques autonomes aujourd'hui, leur grande force, elle va passer par des nouvelles technos plutôt comme le Wi-Fi 6 par exemple, qui arrive là, ça a été accrédité, on l'attend avec impatience, qui va permettre finalement d'utiliser un vrai PC derrière et de streamer le contenu à distance sur un casque autonome. Donc la combinaison des deux va être ce que nous on va rechercher. Parce qu'aujourd'hui effectivement, les backpacks c'est contraignant, mais c'est la seule vraie façon de faire pour avoir une réalité virtuelle du niveau de qualité que nous on cherche à avoir, qui est quand même assez réaliste, qui fait tourner Unreal, etc. Et donc on espère vraiment là que Wi-Fi 6E et compagnie et les nouveaux casques, ça va aller dans ce sens-là, parce que avant que des devices mobiles, donc autonomes, atteignent le niveau de qualité des cartes graphiques qu'on a aujourd'hui, il va s'écouler encore au moins 10 ans avant qu'un téléphone portable ait la même puissance qu'une RTX 3080. Et en plus de ça, les RTX 7700 qu'il y aura à ce moment-là, elles seront d'autant plus puissantes. Donc le problème va faire que de se décaler. Donc on a vraiment besoin soit de streaming dans le cloud, soit de streaming local déjà pour commencer. Et puis après, de toutes les autres technologies du genre qui peuvent nous aider à garder quand même de la belle qualité d'image, des casques plus légers, tous ces trucs-là. Mais on est très tributaire des industriels là-dessus. C'est pas nous en tant que studio qui dirigeons vraiment dans quel sens va cette technologie-là, même si on se fait recommandateur et qu'on essaye de prêcher une paroisse, quoi. Merci beaucoup. Et c'est aussi, vous parliez du Wi-Fi, donc c'est le fameux Airlink de Oculus, tout ça. Voilà. Oui, en l'occurrence, alors chaque techno a le sien, mais ça fait partie des solutions. Ouais. Merci. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je me posais la question, combien il y a de personnes qui ont été impliquées sur la fabrication? Parce que vous nous avez parlé du fait qu'il y avait une équipe, mais voilà, on ne sait pas... Oui, c'est vrai, j'étais un peu salaud, j'ai pas du tout parlé de la team. Non, en plus, on a une belle équipe. C'est un projet qui a sollicité jusqu'à 50 personnes simultanément. Donc c'est un projet qui a été mené. Donc on a commencé fin 2018 les discussions avec Blanca. La prod, elle s'est lancée, on a fait un prototype en 2019 et puis on a fait une première version du projet pour fin 2019. Et après, il y a eu la pandémie. Et du coup, on a été mis en pause fort pendant longtemps. Et on a repris après. Et donc, il y a eu, côté graphiste, il y a dû y avoir une bonne quinzaine de graphistes 3D. 3 ou 4 concept artistes, il y a eu 5 ou 6 animateurs, mais voilà, pas tous en même temps, pas tous tout le temps. Et puis évidemment, j'en ai pas du tout parlé parce qu'on l'a pas fait nous-mêmes. Il y a eu le son aussi, il y a eu tout un orchestre qui a enregistré toute la bande son. On a des partenaires avec qui on travaille, nous, qui font l'intégration du son, la spatialisation du son directement sur Unreal. Donc voilà, quand on met tout bout à bout, les chefs de projet, les développeurs, donc il y a eu sur ce projet-là, il y a eu 4 devs différents. C'est pas beaucoup, mais finalement c'est un projet où il y a peu d'interactions. Toutes les interactions sont physiques, quoi, vous vous déplacez, mais donc c'est les avatars, c'est les systèmes de gestion de parties, etc. Mais c'est pas des interactions avec des boutons ou du gameplay. Donc il n'y avait pas beaucoup de développeurs, mais voilà. Donc petit état des lieux un peu de l'équipe. Quelqu'un a une autre question? Une fois, 2 fois, 3 fois? À 5 minutes. Ah.
Bonsoir, merci. Déjà, grosse félicitations sur le travail des vêtements. C'est vraiment très, très agréable à voir. Et ma deuxième question, je voulais savoir si tu avais entendu parler du casque Lynx qui va sortir là, bientôt. Alors oui, c'est un sujet. Et t'en penses quoi du coup? C'est pas. Alors pour que tout le monde sache de quoi on parle, le Lynx c'est un casque français qui est en train d'être développé, qui permet de faire de la réalité virtuelle, mais aussi de la réalité augmentée. Donc on peut voir. Ils font de la XR du coup. Ouais, voilà, cool. c'est ça. On peut voir à travers la lentille. Ce sont des technos qui sont pas tout à fait la même chose, mais qu'on peut réunir dans le même truc. L'AR, c'est de rajouter de la 3D dans la vraie vie. Donc vous avez en général des lunettes semi-transparentes, vous voyez à travers, et puis on rajoute un objet 3D qui va être traqué dans l'espace. La VR vient couvrir tout votre champ de vision. Donc théoriquement, les casques, s'ils ont des caméras pour filmer à travers, ils sont capables de faire les deux, ce que fait un petit peu l'Oculus Quest, mais pas très bien. Et donc le Lynx, c'est un casque qui est censé faire tout ça bien. Pour l'instant, l'intention est là, c'est un prototype. On peut un peu voir à travers, le champ de vision est un peu restreint. La puissance embarquée, parce que c'est un casque autonome, n'est pas très élevée. Donc on est sur vraiment quelque chose qui est prototypaire, mais qui a de bonnes intentions. Donc on sent que dans l'avenir, de toute façon, les casques vont certainement faire les deux. Et puis on attend tous que ce soit juste une paire de lunettes qu'on se slappe sur le visage là pour qu'on puisse profiter d'une ou l'autre de l'expérience. Mais voilà, ce sont des technologies qui utilisent toutes les deux du tracking spatial. Donc forcément, les casques peuvent faire les deux. Le Lynx essaye de faire ça. Il y a le Varjo qui fait la même chose, mais qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon, voilà, ça reste des technos un petit peu prototypaires ou très chers en ce moment. Nous, on est plus focus VR. On aime bien emmener complètement les gens dans un autre univers, plus que juste d'ajouter des choses dans la vraie vie, même si c'est très cool et qu'on aime beaucoup aussi. Là, on a vraiment un focus de vous faire rêver, quoi. Cool, merci mec. Et j'avais fait ton expérience il y a 3 ans là, avec les astronautes, c'était vraiment sympa. Ouais. Merci, ça fait plaisir.